moi je suis Mélanie Dechamps, je suis réanimatrice aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Donc, je vais vous présenter les résultats d'une étude dans laquelle on a comparé en fait la coagulopathie et la nétose chez des patients en Covid et des patients en choc septique. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à vous déclarer. Donc, notre méthodologie, on a un groupe de patients contrôle qui avaient des comorbidités matchées avec le groupe de choc septique et de Covid, un groupe de 48 chocs septiques et un groupe de 22 Covid qui étaient donc aussi de la première vague, donc pas de traitement systématique par corticoïdes, avec des ARDS modérés à sévères. Et de manière très importante, on a exclu formellement toute co-infection bactérienne afin d'éviter des facteurs confondants avec les chocs septiques. On a exclu toutes les pathologies ou toutes les médications qui interféraient avec la coagulation, l'immunité et l'inflammation. On a regardé les autres comme cliniques et plusieurs biomarqueurs solubles. Et c'était une étude donc monocentrique prospective. Donc, au niveau des outcomes cliniques, on n'avait pas de différence significative de mortalité. Par contre, on confirme, comme ça vient d'être évoqué, que la Covid, c'est quelque chose de long. Donc, les patients mettaient en moyenne 1 semaine à arriver aux soins intensifs par rapport aux chocs septiques qui mettent en moyenne 2 à 3 jours. La durée de séjour est beaucoup plus prolongée puisqu'il restait 1 mois versus une grosse semaine pour les chocs septiques. Et c'était essentiellement lié à l'insuffisance respiratoire avec une durée de ventilation très longue. Et quand on exclut les co-infections bactériennes, on voit qu'il y a en fait très peu d'autres dysfonctions d'organes, contrairement aux chocs septiques, avec des scores Apache et SOFA qui sont significativement plus bas pour les Covid. Et alors, en ce qui concerne en fait la coagulopathie, si on fait formellement les scores de coagulopathie associés au sepsis et de coagulation intravasculaire disséminée, en fait, on n'avait aucun diagnostic formel dans notre groupe de Covid comparé aux chocs septiques où on avait respectivement 24% et 16% pour la CIVD. Et donc, on a un peu comparé tous ces biomarqueurs solubles. Quand on regarde l'activation endothéliale, on voit que l'endothélium est activé dans les 2 pathologies, ce qui n'est pas une surprise. Par contre, il y a une différence importante, c'est que le Covid est vraiment caractérisé par une importante élévation du facteur tissulaire, tandis que dans les autres biomarqueurs, soit c'était équivalent, soit pour les marqueurs de fibrinolyse, donc le TPA et le PAI-1, ainsi que pour le Van Willebrand, c'était beaucoup plus élevé en fait chez les patients en choc septique, toujours comparé à ces contrôles avec des comorbidités matchées. En ce qui concerne la coagulopathie, ici aussi en fait on a une coagulopathie dans les 2 groupes, mais ce qu'on voit c'est qu'elle est plus marquée dans le choc septique. Donc on a une consommation d'antithrombine qui est plus importante, un allongement de l'INR qui est plus important, des D-dimères qui étaient plus élevés et un fibrinogène qui était moins élevé ou à mon sens plus consommé après s'être élevé dans le cadre de la réaction inflammatoire. Quand on regardait l'activation plaquettaire, là je prends quelques précautions parce que c'était des biomarqueurs solubles de nouveau, mais ici en tout cas en ce qui concerne ces biomarqueurs, ils étaient seulement élevés dans le choc septique et les plaquettes étaient uniquement consommées dans le choc septique également. En ce qui concerne la nétose, donc l'interaction plaquette et neutrophile ou l'immunothrombose, on avait des résultats assez équivalents pour les 2 biomarqueurs principaux qui sont la myéloperoxydase et l'histone citrulliné, donc CYT-H3 ici en bas au milieu. Donc, notre conclusion, c'est qu'effectivement, donc, le choc septique, c'est une maladie de courte durée qui est caractérisée par une dysfonction multiorganique avec une coagulopathie qui est plus importante, qui est une coagulopathie de consommation et qui peut entraîner des désordres à la fois thromboemboliques ou des complications hémorragiques. Et en comparaison, la Covid, c'est une maladie qui est plus prolongée, qui est surtout caractérisée par une insuffisance respiratoire lorsqu'on exclut les co-infections bactériennes. Et la coagulopathie, elle est moins marquée avec moins de consommation des facteurs de coagulation. Par contre, elle est soutenue, prolongée,
ce qui peut expliquer qu'il y a surtout des complications thromboemboliques qui sont plus marquées que dans le choc septique. Et donc, si vous deviez retenir quelque chose, c'est que le choc septique, c'est plutôt une tempête tropicale comparé à la Covid-19 qui serait plutôt une longue journée de pluie en Belgique. Ou à Lille. La journée de pluie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai une petite éventuellement pour commencer. Cette dérégulation que vous avez très bien montrée, bon, il y a une souffrance endothéliale qui est manifeste, une endotéliopathie, une endotélite, disent certains, dans la Covid. Il y a aussi une dérégulation majeure de la fibrinolyse par dérégulation du système rénine-angiotensin-aldostérone et bradykinin-kallikréine, là, qui est bien démontré. Enfin, qui est bien démontré, en tout cas, qui est supposé. D'où le défaut de fibrinolyse. Mais il y a aussi, parce que là on parle beaucoup endothélium en tant que tel, mais il y a aussi une interaction entre inflammation et thrombose, qui semble être en partie liée, mais c'est comme dans le sepsis, hein, au complément et particulièrement au C5A. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez regardé ça, la voie du complément, le C5A, est-ce qu'il se comporte différemment dans le choc septique standard et dans la Covid-19? Alors, on n'a pas du tout regardé le complément. Par contre, il y a toute une partie de l'étude qui a étudié toutes sortes de biomarqueurs d'inflammation. Donc, honnêtement, le complément, ici, je ne peux pas du tout répondre. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il y a une réaction inflammatoire qui est absolument différente entre le sepsis et le Covid. Donc, nous, ce qu'on a comme résultat, c'est que le sepsis, le choc septique, c'était vraiment des patients en choc avec vasopresseurs, ont une réaction inflammatoire qui est caractérisée par une réaction plutôt myéloïde, alors que la Covid, bon, c'est sans surprise, mais en tout cas, c'est clairement une réaction plus typique d'un virus, avec une réaction lymphocytaire qui est très très importante. Et en particulier, il y a une élévation importante du CD40 ligand, qui est donc d'origine lymphocytaire et qui a été démontré comme favorisant l'expression de facteurs tissulaires, qui est aussi très élevé justement dans le Covid sévère. Donc il y a probablement un lien de cause à effet entre les deux. Maintenant, l'étude ici ne le démontre pas. Mais clairement, c'était le but de l'étude ici, c'était, puisqu'il y a pas mal de choses déjà qui ont été essayées dans la thérapeutique du sepsis, c'était de voir si on pouvait tout simplement faire un copier-coller de cette cytokine storm et tenter les mêmes thérapeutiques, ou s'il y avait des choses plus spécifiques à essayer. Mais donc clairement, ce n'est pas la même réaction inflammatoire. Vous avez vu, je crois que c'est hier, qu'il y a un papier qui est sorti dans le Lancet sur l'inefficacité des traitements anticoagulants dans la Covid. Donc je sais pas, ça vous inspire quoi? Parce que vous montrez qu'il y a une dysrégulation qui est un état pro-coagulant, et puis finalement donner un traitement anticoagulant, ça sert à rien, donc peut-être que finalement c'est pas si grave que ça. Non, enfin, votre réflexion là-dessus? Non, tout à fait, mais je pense que tout ça est extrêmement complexe. Alors ça m'a renvoyé sur une dia qui était en backslide, c'est pas fait exprès. Mais donc, effectivement, je pense que tout ça est très complexe, et parfois, je pense que c'est pas dans quelle mesure ce qu'on voit, c'est un problème, c'est quelque chose qu'il faut éliminer, c'est quelque chose qui est réactionnel et qui aide nos patients qui vont moins bien. Et donc, je pense que parfois, c'est pour ça qu'on doit peut-être revenir à des choses un peu plus fondamentales avant d'essayer des thérapeutiques, parce que sinon, on ne sait pas très bien ce qu'on fait. Et donc, peut-être de fait que c'est la réaction inflammatoire sous-jacente qui explique une différence de coagulopathie, mais que ce n'est pas ça qui entraîne une surmortalité chez les patients. Donc, je n'ai pas la réponse, mais c'est certainement beaucoup plus complexe que de dire il y a une coagulopathie, donc il faut anticoaguler. Ça, c'est clairement pas le cas, je pense. Alors après, ce qui a changé les choses aussi, parce que ces thromboses, on les a tous beaucoup vues en première vague, c'est votre patient historique. Mais ce qui a changé aussi, c'est les corticoïdes. Et en réalité, probablement qu'ils diminuent le risque thrombotique, on peut s'y attendre. A l'inverse, hein, pour refaire une petite aparté sur le tocilizumab, quand on regarde les données de corps immuno, on a une diminution des marqueurs inflammatoires, CRP, fibrinogène, etc., etc. Par contre, sous tocilizumab, le désimer monte. Donc il y a probablement aussi des thérapeutiques qui, à l'inverse, pourraient, en tout cas théoriquement, augmenter le risque thrombogène. Donc après, thrombotique, il faut faire un peu la part des choses de tout ça, mais les médicaments qu'on met ne sont pas sans impact en réalité sur ce risque. Oui, non, mais c'est pas tout à fait étonnant, je pense. Et donc ici, j'ai la deuxième vague, et le plasma de la deuxième vague est dans les congélateurs, mais donc on va voir ce qui se passe avec un traitement systématique par corticoïdes.